Yasmine Abdel-Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les non-dits. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine Abdel-Fadel. Très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et de vous retrouver surtout pour parler de l'héritage colossal de Brian Mulroney. L'homme d'État qui a marqué le Canada, qui a ouvert les portes de la prospérité pour notre pays, qui a tendu la main au Québec à deux mains, n'est plus. Puis le Canada aujourd'hui pleure un des plus grands hommes d'État qu'il ait eu de son histoire. Brian Mulroney, c'est beaucoup, évidemment, beaucoup d'accomplissements. Là. On en a largement parlé, les accords de libre-échange, mais c'est avant tout l'homme. Et cet homme-là, dans son intimité, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent en parler. Nous, on a la chance, moi, j'ai la chance d'avoir la personne pour témoigner de la grandeur d'âme au-delà de la grandeur de l'homme politique, Luc Lavoie. Toutes mes sympathies, Luc. Merci beaucoup. Première personne à qui j'ai pensé hier, c'était à toi quand j'ai appris cette mauvaise nouvelle, parce que, te connaissant assez, je sais à quel point ça a été une figure importante dans ta vie. Ma foi, c'était la figure la plus importante de ma vie, peut-être depuis mes parents. Écoute, moi, j'étais un jeune journaliste à Ottawa. Et puis, je suis rentré dans la machine gouvernementale. Puis, je suis devenu son directeur de cabinet adjoint. Et il m'a nommé dans un poste diplomatique en Espagne. Je suis revenu, j'ai continué de travailler avec lui sur des dossiers. Mais surtout, notre amitié a perduré. Notre amitié, comment dire, c'était affectueux. Tiens, je vais dire le mot, affectueux. Pendant longtemps, je considérais que c'était mon patron, puis on avait des relations professionnelles. Mais d'ailleurs, je veux poser des questions bien spécifiques là-dessus, Luc. C'était ton patron, c'est devenu ton ami pour la vie. Oui. À quel moment ça a basculé? Difficile à dire, mais je dirais que il y a un dossier en particulier, puis ça me tente pas d'en parler, là, mais il y a un dossier en particulier, l'affaire Airbus. Mais ça, c'était après que tu aies quitté son cabinet. Ah oui, tu veux dire pendant que j'étais dans son Oui, cabinet? c'était à quel moment que vous avez... Ben, pendant que j'étais dans son cabinet, c'était plus une relation professionnelle. D'abord, un cabinet de premier ministre, tu connais probablement ça. C'est comme un centre assez restreint de gestion de crise. C'est ça que ça fait, un cabinet de premier ministre. Ça gère des crises, puis ça gère le calendrier politique du premier ministre. Alors, t'es toujours dans l'action. T'es pas toujours en train de « Bonjour, M. Mulroney ». Mais avec le temps, je sentais que c'était plus proche. Et il y avait de plus en plus confiance en moi. Et il me confiait de plus en plus des mandats. T'es devenu son fixeur. C'est ça que j'étais, oui, en bonne partie. Réellement, là, c'est peu importe les titres, ouais. T'étais son homme de confiance. Et la preuve, c'est que même après la politique, t'es demeuré son fixeur. Oui, en bonne partie, effectivement. Ça, c'était... Il y a la célèbre phrase qui a maintenu jusqu'à la fin, là, qui était « Luc, arrange ça à ton goût. » Parce qu'il savait qu'à ton goût, c'était probablement à son goût. Il me faisait venir où il m'appelait, où il me faisait venir. Puis là, il m'expliquait un peu l'affaire. Puis là, je disais « Qu'est-ce que vous voulez que je fasse, Mulroney, M. Mulroney? » Luc, arrange ça à ton goût. Ça voulait dire arrange ça, puis ramène-moi ça après. Je t'ai pas... j'ai pas connu, moi, Brian Mulroney comme premier ministre, évidemment, trop jeune. Moi, ce qui m'a marqué personnellement, évidemment, c'est la voix de Brian Mulroney, la taille de Brian Mulroney, le regard perçant de Brian Mulroney. Mais j'ai eu une petite incursion dans la vie de Brian Mulroney à travers ton livre, que j'ai lu, et tu le sais, en décembre, alors que j'étais en vacances.
Et je veux te remettre sur une anecdote que tu as racontée dans ton livre. J'aimerais ça que tu nous la re-racontes. En Irlande, Oui, dans ce village des Mulroney, oui. tu as organisé une petite soirée dans un pub C'était le midi, oui. le midi. Oui, oui. Nous étions en route, en fait, pour le sommet G7 de Londres. Et il avait toujours dit qu'un jour, comme premier ministre, il allait visiter l'Irlande. Il avait déjà été en Irlande. Mais là, il allait à titre de premier ministre. Et là, moi, j'avais été, comme je le faisais pour tous ces voyages internationaux, j'avais été envoyé en éclaireur pour voir ce qu'on pourrait faire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Bon, il y a un village une petite ville qui s'appelle Lochlanbridge, qui est perdu. Là. Même en Irlande, c'est comme Même en perdu, c'est un coin perdu. Un coin perdu. Qui ressemble un peu au cinéma quand on voit des images dans des films de science-fiction, tout ça, une église en ruine, avec un cimetière où les pierres tombent de gauche à droite et tout. Et là, j'étais allé là. Ça avait quelque chose de charmant. Au-delà de l'aspect charmant, il n'y avait pas grand-chose d'autre à dire. Qu'est-ce qu'on pourrait-tu faire? Alors... Et lui, sa famille venait de là. Oui, tout à fait, c'est directement de là. Ses ancêtres. Alors, nous savions, parce que lui, quand il était un citoyen privé, là, avant qu'il soit en politique, il avait fait faire un arbre généalogique pour s'assurer d'où venaient effectivement ses ancêtres. Parce qu'ils sont arrivés ici pendant ce qu'on a appelé la famine des patates. Ça, c'était 1850 à peu près. Et qui sont passés par Gros-Île là, pour... La quarantaine. Alors, j'étais là. Je me souviens qu'il y avait un gars du ministère des Affaires étrangères avec moi, plus un accompagnateur irlandais. Puis là, franchement, je savais pas quoi faire. Et là, je commence à réaliser que c'est plein de monde qui s'appelle Mulroney autour. C'est le village des Mulroney. Alors là, je commence à chercher un peu. Wow! Et là, il y avait un pub, tout droit aussi sorti d'un film. Et là, je rencontre le propriétaire du pub, puis je lui dis, est-ce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de Mulroney qui vivent ici? Ah oui, il y en a un peu autour, tout ça. Bon. Puis là, je lui dis, je suis du cabinet du premier ministre Mulroney. Là, les yeux viennent très grands, parce que les gens de Lochlanbridge, je ne le savais pas, eux savaient... Qui venait de là. Qui venaient de là. Alors, wow! Là, il me vient un flash. Pensez-vous qu'on pourrait prendre votre pub, là, puis on va réunir tous ceux qui s'appellent Mulroney. Le ticket d'entrée, c'est le nom Mulroney. Wow! Et là, c'était incroyable parce que quand l'événement a eu lieu, les gens devaient s'identifier comme étant des Mulroney, mais on n'avait quand même pas fait des enquêtes de sécurité. Comment tu vas l'écarter, tu sais? Comment tu fais? Alors, à la porte, d'abord, la place était pleine. Et là, il y avait encore du monde à la porte. Puis eux autres, ils s'appelaient pas Mulroney, mais ils disaient « Mon oncle s'appelle Mulroney. Mon cousin s'appelle Mulroney. » C'était une vraie vedette. Boy. Ça a été un événement absolument magique. Parce que quand il est arrivé dans ça, d'abord, on est allé au cimetière. J'avais vu moi-même la pierre tombale de ses ancêtres. Grand-mère, arrière-grand-mère et grand-père, étaient comme les autres, étaient presque effondrés au sol. Puis là, j'avais dit, merci, moi je trouvais ça magnifique. Mais quand je suis revenu au Canada pour faire mon debriefing avec M. Mulroney, eux autres se sont activés. Ils l'ont tout nettoyé. Ils l'ont nettoyé, ils ont fait un nouveau socle, elle était brillante, Qu'est-ce qui est arrivé dans le cimetière? T'as fait une pierre tombale. Qui est toute neuve, tu sais. Et puis là, après la visite au cimetière, où il ne voulait pas avoir de médias avec lui. Lui est tout seul. Lui et ses enfants, parce qu'il y avait ses enfants, et Mila. Et après ça, il s'amenait au village pour prendre une marche. Alors, il prenait une marche. Je pense que le village avait à peu près 1500 habitants, puis je pense qu'il y avait 10-11 pubs. Tu sais, les Irlandais. Ouais. Alors, il marchait. Et puis, à un moment donné, il y avait une caméra de la BBC qui tournait. Et il y en a un qui sort de son pub, puis qui lui offre une grosse bière, là, c'est froide, là, un pint. Là.
Puis là, Mulroney, il prenait pas une goutte d'alcool. Ah oui, il buvait pas. Depuis 1980, je pense, il Wow. n'avait jamais touché une goutte d'alcool. Alors, il prend le verre, puis il fait juste se tremper les lèvres, puis... Alors, le soir, à la BBC, il y avait ce gars-là comme invité. Puis ils disent au gars, puis, quand vous l'avez... Parce que la caméra était trop Ouais. loin. Qu'est-ce qu'il a fait, M. Mulroney? Il dit, il l'a pris, puis il l'a bu tout d'un coup. Ce sont des anecdotes comme ça Et qui... dans ce même voyage, en passant, parlant de choses magiques, il avait été reçu par le premier ministre qui, dans la langue gaélique, Ouais. on appelle le premier ministre un Taoiseach. J'ai appris ça là, j'ai jamais vu ça avant, j'ai jamais vu ça après. C'est un Taoiseach. Il le recevait dans une sorte de palais à Dublin. Et il avait décidé de célébrer la culture irlandaise comme on l'a exportée vers le Canada. et Ben tout. ouais. Alors, il y avait des poètes. Tout au long du repas, tu avais des violonistes, d'autres qui jouaient avec les harpes celtiques, mais tu avais aussi les 4 ou 5 plus grands poètes qui, tout au long du repas, se succédaient avec des envolées lyriques, poétiques. Je me souviens que Mais tu le disais discours qu'il a prononcé là, Ouais. à cette occasion, M. Mulroney avait une très, très belle plume en anglais. Hein. Il a commencé comme rédacteur de discours quand il avait 22-23 ans. Alors, il a écrit le discours qu'il a fait là de sa main. Et c'était comme le rêve d'un Irlandais perdu au Canada qui rêve à la nostalgie et tout. C'était... Je me souviens que moi, j'avais pleuré. J'avais perdu la capacité de pleurer dans cette business-là. Mais tu parce le qu'à dis la dans ton vitesse où livre. je l'ai dit. Et tu dis dans ton livre que c'est un des moments où tu l'as vu le plus heureux. Ah, il était heureux, il était ému, il était touché, il parlait de ses parents, il parlait de ce qu'ils avaient vécu, eux, les Irlandais. Non, il était extrêmement heureux. Pour lui, c'était un très, très grand souvenir. C'est un anglo ou un franco? C'est un anglophone. Il a grandi dans une famille anglophone. Sa mère, que j'ai connue, qui est décédée il y a une dizaine d'années, ne parlait pas un mot de français. Son père, que j'ai pas connu parce qu'il est décédé quand M. Mulroney avait 20 ans, je pense. Son père parlait français, baragouinait le français. Il travaillait pour la Québec North Shore. C'est intéressant, la Québec North Shore, c'est une papetière, coupe de bois et tout, sur une concession donnée par le Québec, mais c'était la machine à papier du Chicago Tribune. Alors, ça appartenait au Chicago Tribune. Alors, il y avait, dans la ville de Bécomo, qui avait 4-5 000 habitants, Ouais. il y avait à peu près 1200, 1300 anglo-saxons, surtout des Irlandais. Et il faut savoir que Bécomo, le père de M. Mulroney, était un de ses pionniers. Quand le Chicago Tribune a décidé d'établir cette usine-là, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien, il y avait rien qui aboutissait là. Alors c'est en canoë que son père est arrivé et qui ont passé les premiers 6 mois dans une tente pendant que la famille attendait à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. C'est... ça ne l'a pas empêché du petit gars de Bécomo de devenir un des plus grands premiers ministres que le Canada ait connu. Je veux que tu me parles de ses talents de chanteur. Parce qu'on l'a vu chanter à quelques mon Dieu, reprises. j'aurais dû y penser, parce que tu sais qu'il a fait un enregistrement, hein? Et j'attendais, je sais pas. Il a fait un enregistrement il y a à peu près 2-3 ans, parce qu'il me disait tout le temps, moi, Luc, si j'avais pas été dans la politique puis ces affaires-là, je serais devenu chanteur dans un nightclub. Mais là, on va Alors- entendre ça, non? Moi, mais tu sais, je sais pas qu'est-ce que ça va donner. On va être juste sur un microphone. Attends une seconde, c'est trop amusant. Il est très, très bon en passant. Parce que sa voix, là... Il est très, très bon. Attends, je vais en prendre une en français. Mais qu'est-ce que j'ai à tant l'aimer que ça m'en donne l'envie de crier sur tous les toits, elle était moi. J'aurais l'air fin si je faisais ça. C'est pas normal, me direz-vous. D'aimer comme ça, faut être fou. Je le sais bien, mais
Attends, je tiens à en mettre une autre. Là. C'était le premier ministre du Canada, là, tu sais. Je sais pas si vous réalisez ce qu'on est en train d'entendre. Écoute ça. Tu vas aimer celle-là. Tout le monde la connaît, je pense. Are you lonesome tonight? Do you miss me tonight? Are you sorry we drifted apart? Écoute, j'espère que le Does son your est correct. memory stray to a bright sunny day when I kissed you and called? Une dernière. C'est une de mes favorites, ça. Un grand succès de la Deuxième Guerre mondiale. We'll meet again. Don't know where, don't know when, but I know we'll meet again. Hey, je pense qu'il a raté sa carrière. Je pense qu'il a raté sa carrière puis sa destinée. Il aurait jamais dû être premier ministre du Canada. Il aurait été chanteur. Moi, un des moments qui avait été le plus émouvant pour moi quand je travaillais avec lui, c'est la soirée de l'élection de 1988, donc sa deuxième. C'était à Bécomo, là, dans l'aréna locale, puis ça avait été compliqué. La campagne avait été dure, ça durait 57 jours, il y avait des manifs partout, c'était le libre-échange, ça. Alors, à Bécomo, soirée électorale, difficile à organiser, mais on fait ce qu'on a à faire. Tout à coup, il fait son apparition, il fait son discours, tout ça. Et on part, puis on s'en va au Manoir Como, qui est l'hôtel que la Québec North Shore avait construit pour des invités, puis tout ça. Alors, le band, on avait fait venir un band de Montréal que M. Mulroney connaissait, parce que quand il pratiquait le droit, c'était dans la place Ville-Marie, il y avait un bar, puis il allait chanter avec ce band-là. Il s'appelait Frank Pavan, je ne sais même pas s'il est toujours vivant, puis il était 6-7 musiciens, et l'élection, c'était le 21 novembre. Hein? Alors, on était brûlés. Il était 2 heures du matin. Tous ceux qui avaient fait la campagne avec lui, on était lavés. Et Dieu soit loué, il avait eu la bonne idée d'interdire toute consommation d'alcool à son staff pendant toute la durée de la campagne. Puis si tu te faisais prendre, tu étais éjecté. Ça nous a permis de vivre à 3 heures de sommeil par nuit pendant 57 jours. Et là, ce soir-là... Vous rachetiez pour le... On est dans l'espèce de salle là, pour des rassemblements. C'est pas très grand. Et puis tout à coup, il arrive avec Mila. Il est en chemise. Il a l'air bien relax. Il a gagné une grosse victoire. Et il arrive, puis l'orchestre de Frank Pavan commence à jouer « We'll meet again ». Non, pas celle-là. « I'll be home for Christmas. You can count on me. » Et moi, ça m'avait pris, là, c'était... Et ça, ben, son numéro de chanteur de cabaret, je me souviens au mariage de Nicolas, son plus jeune, le lendemain, les Mulroney recevaient des invités ou un certain nombre d'invités pour un brunch à l'hôtel Four Seasons. Et il prétend que c'est pas lui, mais tu sais, comme par hasard, il y avait un piano avec eux. Et comme par hasard, il y avait un pianiste. Alors, il vient me voir, puis il dit à ma conjointe, « Écoute, je veux dire que tu m'as demandé que je chante. » Alors, là, il prend le micro, puis il dit aux gens... il prend le micro, et puis il dit, « On vient de me faire une demande spéciale, je peux pas refuser. C'est telle personne qui me l'a demandé. » Puis là, il est parti, puis il nous a chanté toutes ses tunes d'Irlandais, puis c'est Frank Sinatra, puis tout ça. Puis son autre truc dans le show business, qui est plus ou moins connu, tu connais Michael Bublé. Ben oui. Tu sais comment il est devenu célèbre. Hein? Lors du mariage de Caroline, qui était tout un événement, c'était un des grands événements mondains à Montréal depuis très longtemps, il y avait David Foster, le producteur, pianiste, compositeur, super vedette de Hollywood, et qui était un ami des Mulroney à travers des amis communs. Alors, il était là, et Mulroney avait été à un mariage lui-même 3-4 mois avant, à Vancouver, d'un ami. Et il y avait un chanteur, tu sais, avec ce qu'il appelle un wedding band, là, un orchestre de mariage, là.
Puis il y avait un chanteur, un très jeune, qui avait 17-18 ans, puis il chantait du Frank Sinatra, puis toutes ces histoires-là. Puis là, Maroney le trouve tellement bon que là, il convainc tout le monde. Il invite cet inconnu appelé Michael Bublé au mariage de sa fille. Et le band, c'était David Foster qui l'avait constitué. C'était des musiciens canadiens, mais c'était le top of the top. Et là, tout à coup, il nous présente ce chanteur. Puis il dit à tout le monde, vous allez voir, il va avoir une grande carrière, il est tellement talentueux, je suis très heureux de vous le présenter. Il s'appelle Michael Bublé, puis là, le band commence avec une chanson de Frank Sinatra. C'était de toute beauté. Et là, David Foster, qui est le producteur des producteurs, ben non seulement ça, il était sur le piano, il l'accompagne. Il décide que lui, là, il a une carrière en avant de lui, comme tu ne peux pas le croire. Et effectivement, tu sais que Michael Bublé a vendu à peu près 100 millions d'albums depuis ce temps-là. Et il est resté en contact avec M. Maroney. Et toujours, je t'en raconte une dernière, on m'a manqué de temps, là, c'est ça? Non, j'ai encore du temps parce que, regarde, c'est important aujourd'hui. Lors de ce mariage-là, c'est quoi la chanson? Il y a une chanson de Maurice Chevalier. Moi, je peux pas t'aider. Écoute, je l'oublie. Alors, tout le monde était assis à table, et puis tout à coup, la lumière a baissé, puis il y a un spotlight qui est tombé sur lui. Il y avait un micro dans ses mains. Et Foster était comme sur une mezzanine avec son band. Puis on commençait à faire une chanson. Thank heaven for little girl. Il chantait pour sa fille, puis il nous a raconté que c'est comme ça, c'est la chanson qu'il lui chantait pour l'endormir dans ses bras. Mon Dieu. C'était beau, c'était magnifique. Ben, tu parles de ses enfants, sa famille était importante, sa femme était pour lui... C'est comme sa colonne vertébrale. Tu sais. Oh oui, wow. Et il l'a connue, elle avait 19 ans, était étudiante en génie à l'Université Concordia, un diplôme qu'elle n'a pas finalement terminé. Donc, on ne lui connaît pas des grandes peines d'amour, mais on lui connaît une grande peine d'amitié. Ben, je connais une de ces grandes peines d'amour, j'en parlerai pas, mais c'était bien avant Mila, parce que lui, il avait déjà à ce moment-là 34, 35. Oui, c'est ça. Fin vingtaine, là. Mais... Mila a été... il l'a dit souvent, je ne serais jamais devenu premier ministre du Canada sans Mila. Mila, c'est celle qui, disons au sens figuré, pouvait y botter le cul si ça allait pas à son goût, comprends-tu? Est-ce que tu as déjà utilisé Mila pour y faire entendre raison? Probablement. Enfin, assurément. Lucien Bouchard, oui. Cette peine d'amitié. Oui. Il y avait ce sentiment de trahison. Pardon. Est-ce que c'est la trahison de l'homme politique qui était Lucien Bouchard ou la trahison du camarade de classe? De l'ami. De l'ami. Parce que c'était pas une amitié ordinaire. Tu sais, il y a peu de gens qui ont des amis aussi proches que ces deux-là l'étaient. Ils se sont connus il y avait 20 ans. Un était fils d'un ouvrier à Bécomo, puis l'autre était le fils d'un conducteur de camion, de petites camionnettes de livraison à Jonquière. Alors, ils se sont retrouvés, et c'était une année où, écoute, quand il a commencé l'université, il y a eu une vague étrange, ou enfin, en fait formidable, les très grandes familles montréalaises, les Meehan, puis les White, puis tout ça, avaient décidé qu'ils sentaient venir le changement au Québec, qu'ils allaient envoyer leurs enfants étudier le droit ou ce qu'ils veulent, mais dans une université francophone. À Québec, notamment. Québec. Alors, à travers tout ça, tu avais deux vrais pauvres. Brian Mulroney et Lucien Bouchard. Il n'y avait pas de scène. Mais ils étaient avec les riches. Mais ils sont devenus des amis qui ne... Un savait tout de l'autre et inversement, là, tu comprends? Ils s'étaient proches. Alors, quand est arrivé ce qui est arrivé, il l'a pris comme le coup de poignard de son meilleur ami. Il en a été bouleversé, ça a duré très longtemps. Mais toi, Luc, tu as gardé la relation avec les deux. Oui, j'ai gardé la relation avec les deux. Et il y avait ce sentiment de trahison pendant plusieurs décennies. Mm-hmm. Comment personne ne te reprochait, ni Lucien Bouchard, ni Brian Mulroney, de jouer sur les deux plans? Personne ne t'a demandé de choisir ton clan? Non, jamais. Jamais.
parce que chacun des deux savait ce que je faisais. Parce que je les tenais au courant. J'ai vu M. Mulroney, ou j'ai vu M. Bouchard, ou on s'est parlé. Vous avez des nouvelles de l'autre à travers toi. Et aussi, il faut connaître un aspect de la personnalité de M. Mulroney qui vient peut-être de l'époque où il était négociateur dans des conflits de travail. C'était un gars qui gardait toujours des pistes d'atterrissage autour de lui, des portes. S'il fallait... Il insultait pas l'avenir. Il gardait toujours une porte. Et je pense que j'étais devenu la porte. De temps en temps, quand il y avait des messages Luc qui devaient Laporte. se passer, ça commençait toujours de la même façon. Écoute, Luc, as-tu des nouvelles de Bouchard? Puis là, je disais, oui, j'y ai parlé la semaine dernière, tout ça. Quand est-ce que tu vas y parler encore? Puis là, je disais, je sais pas, là. Alors, gars, si jamais tu y parles, tu y diras telle chose, Voilà. Ben Luc, c'est tout un témoignage que tu livres depuis hier et aujourd'hui, on a l'impression tous de connaître un peu plus Brian Mulroney grâce à toi et de l'apprécier. We'll meet again. We'll meet again, my Don't know friend. where, don't know when. Toutes But mes I know sympathies. we'll meet again some sunny day.